Yes, bon dimanche matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va regarder pour se préparer comme à l'habitude avec notre weekly prep. Un peu déçu ce matin avec qu'est-ce qui est arrivé aux Blue Jays hier et au cours du week-end. Donc pour les fans de baseball, je suis pas mal certain qu'il y en a plusieurs qui sont dans la même situation que moi. Anyway, on va regarder pour se préparer cette semaine à une semaine qui, encore une fois, va être intéressante. C'est toujours intéressant dans le marché, particulièrement dans cette fin d'année qui s'annonce très, très intéressante. On va commencer évidemment avec un petit retour sur la semaine passée. Honnêtement, pas été une semaine très spectaculaire, là. Encore une fois, c'est la saison des earnings qui est quand même assez complexe. On avait un FOMC, on va discuter de tout ça. On va regarder évidemment du côté du calendrier économique, même si encore une fois il est impacté par le shutdown US. Et on va regarder qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue technique pour la semaine qui s'en vient. C'est encore la saison des earnings également, donc on va s'assurer de regarder de ce côté-là aussi. On commence avec le retour sur la semaine passée. Bon, si je regarde en une heure, qu'est-ce qu'on avait tracé, évidemment. Je devais parler du potentiel all-time high qui était. En fait, on avait frappé le all-time high le vendredi avec le CPI. Je mentionnais, bon, on verra comment qu'on peut se comporter autour de ça, mais encore une fois, vous connaissez mon opinion relativement bullish vers la fin de l'année. Je ne m'attends pas à grand-chose qui fasse flancher ce marché-là. Puis on est arrivé dimanche matin, ben en fait, dimanche soir slash lundi matin, avec un énorme gap up. Donc on a gap et up de euh, 250 points sur le Nasdaq et on a supporté ce gap-là pour le reste de la semaine. Donc vous voyez comment que c'est peu volatile ou qu'on a créé pratiquement rien de la semaine. On a juste gravité plus haut, gravité plus haut. OK, le FOMC a shaké un petit peu. Eu des belles opportunités quand même, mais overall, en une heure, on n'a absolument rien créé pratiquement de la semaine. Leg down jeudi, intéressant, sans plus. Puis vendredi, là, une session un peu sideway. Fait qu'au final, ça a été une semaine sur le Nasdaq, quand même positive, là. Gap, N potentiellement Go, donc assurément qu'on va en discuter tantôt. C'est pas été une semaine super intéressante intraday, à moins d'avoir été positionné avant et d'avoir profité du gap up qui a été pas mal le seul élément de la semaine qui a vraiment donné un bon pop. Du côté du SP500 maintenant, si on le regarde, c'est sensiblement la même chose. On va aller sur la chart en une heure. Donc, on a gap et up d'une soixantaine de points dimanche. Par contre, on est venu se référer à deux reprises à l'intérieur de ce gap-là. Donc, quand même intéressant, mais overall, grind up, sideway, grind down. Donc, d'un point de vue volatilité, d'un point de vue day trading, volatilité d'ouverture de session, ça n'a pas été une semaine très spectaculaire. Là. Littéralement, été pratiquement flat. Si on le regarde sur une weekly chart, l'open et le close sont à comme 8 points près. Donc, tu sais, c'est une semaine sans histoire. Là, je sais qu'on regarde ça, puis ceux-là qui aiment bien le technique des chandelles sont comme ah, on vient de topper, on a un doji ou je sais pas trop comment ça s'appelle, mais comme calmez-vous le bacon, on va en reparler tantôt. Euh, mais oui, c'est une chandelle intéressante, mais c'est pas plus qu'une chandelle intéressante sur une fin de mois qui est extrêmement bullish, dans un momentum qui est extrêmement bullish, dans une année qui est extrêmement bullish. Ça n'empêche pas de dire que c'est un des price actions les moins sains que j'ai vu depuis très très longtemps, pour pas dire que j'ai jamais vu. En toute honnêteté, sur une daily chart, c'est absolument pas sain qu'est-ce qui est en train d'arriver. Par contre, on n'est pas là pour juger si c'est sain ou pas. On est là pour être capable d'analyser le marché de façon rationnelle et de prendre des décisions qui sont profitables sur le court, moyen et long terme. Donc voilà pour le petit retour sur la semaine passée. On peut passer rapidement sur le dollar US parce qu'enfin, on a eu quand même un certain momentum intéressant qui a embarqué. Donc un breakout. Comme je mentionnais, là, le void ici, on a passé plus qu'une semaine à l'intérieur de tout ça. On a réussi à closer over sur le FOMC et boum, 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 on a réussi à follow through vers un higher high. Donc, on va en discuter tantôt, mais quand même intéressant. Du côté de l'euro, on est venu chercher le target que je vous avais donné depuis quand même un bon moment. Je vous ai dit aussi que je n'étais pas un fan du downside là-dessus. C'est pas quelque chose qui m'intéressait à me positionner, mais on est venu chercher ce double bottom-là quand même de belle façon. Le VIX maintenant, pas eu une grande réalisation. VIX up, indice up quand même. C'est commun. Le VIX a trouvé quand même un beau bid cette semaine, dans le sens qu'il a été supporté. Mais la volatilité n'a pas été en mesure de se réaliser malgré la tentative de retracement qu'on a vu sur la fin de la semaine.
Pas mal ça pour le petit retour sur la semaine passée. On va regarder cette semaine qu'est-ce qui nous attend. Comme je vous ai dit tantôt, le shutdown US est encore en cours, donc la moitié des nouvelles importantes, pour ne pas dire la totalité des nouvelles importantes, ne sont pas reportées. On a quand même PMI à 10h lundi matin qui est intéressant. On va observer ça. GOLTS Job Opening ne devrait pas sortir. Vous savez que si on a ça dans la semaine, c'est une semaine non-farm payroll, première semaine de novembre. Par contre, le non-farm payroll ne devrait pas sortir cette semaine, à moins que ça se règle entre-temps. Mercredi matin, ADP Non-Farm Employment Change, on semble le reporter. C'est pas super important, mais ça donne quand même une indication. D'autres PMI à 10h, Jobless Claim qui ne devrait pas être reporté. Sinon, des Fed Speakers quand même pas mal. Là. Après le FOMC, c'est tout le temps une semaine qui est assez remplie, assez chargée. PCE, Non-Farm Payroll qui devrait être sorti vendredi, mais techniquement, comme j'ai mentionné, là, ça ne devrait pas sortir vu le shutdown côté US. Justement, je vous ai parlé un petit peu du FOMC la semaine passée, ça en était un quand même important. Pas de surprise de ce côté-là, on a coupé les rates. Qu'est-ce qui est quand même intéressant, c'est encore une fois un ton qui n'est pas turbo bullish, dans le sens qu'on n'est pas en train de dire qu'on va couper. Les marchés price in, 99% de cuts en décembre avant le meeting, et je pense que c'est rendu comme à 60 et 70%. Pardonnez-moi les chiffres qui sont peut-être pas exacts, mais c'est quand même intéressant de voir le ton de cette façon-là. Sans dire qu'il est hawkish, là, mais qui n'est pas quand même complètement loose. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il y en est. Évidemment, il va y avoir en fait, on l'a vu, là, jeudi, vendredi, c'est un impact sur le marché qui est direct. Là. Lorsqu'on price in un cut, ce qui finalement peut-être plus price in, le marché a une certaine réaction. Ça veut-tu dire qu'on vient de topper? Ça veut-tu dire ci? Ça veut-tu dire ça? J'irai pas jusque-là. Je continuerai à supporter, puis qu'on va regarder ensemble, mais la théorie où est-ce qu'on va avoir un marché qui va complètement continuer son ascension d'ici la fin de l'année. Du côté des earnings maintenant, la semaine passée, c'était vraiment les méga tech qui étaient à l'honneur. On a vu Meta, Google, Microsoft, Amazon, etc., Apple. Cette semaine, encore quand même plusieurs earnings intéressants, un petit peu moins majeurs, mais on a particulièrement PLTR qui est intéressant, AMD, Uber, Shopify, McDo, Robinhood qui est vraiment un titre qui est assez hot actuellement, DraftKings également. Donc, plusieurs titres intéressants à surveiller cette semaine du côté des earnings. Maintenant, si on regarde d'un point de vue technique pour la semaine qui s'en vient. Puis je sais que là, les headlines sont vraiment chargés actuellement. On a premièrement le deal avec US et China. Il y a des tensions un peu partout qui sont mises de l'avant. Il y a le Fed meeting qui vient d'arriver, les cuts qui sont un peu moins price in. Tout le monde qui est bearish, c'est pas compliqué. À la minute qu'une red candle, le monde entier devient bearish. Je vous dis pas que c'est sain, qu'est-ce qu'on voit. Je vous dis juste d'être prudent. On a vu des gros joueurs je vais rester poli, mais dans le sens du monde qui ont collé les derniers crashs, mais ça fait comme 5 ans, 10 ans qu'ils les callent, commencer à redevenir vocal sur les réseaux sociaux. Je parle entre autres à Burry. Le monde, on dirait qu'ils cherchent. Les gens préfèrent lorsque c'est dramatique. En ce moment, oui, ça pourrait le devenir rapidement, mais la fenêtre à mon humble opinion, n'est pas présente, à moins qu'il arrive quelque chose qui change ça. Et en ce moment, c'est pas arrivé. Donc, on ne va pas vivre dans la peur de dire ça va arriver. C'est excessivement complexe de voir un marché extrêmement bullish, extrêmement positif pendant l'année, flipper complètement dans la période où on se situe actuellement. Les flows sont de plus en plus puissants, de plus en plus supportifs à partir de la fin d'année, alors qu'il y a une réinjection, etc. Donc, très difficile de voir quelque chose de vraiment catastrophique. Je continue à penser personnellement qu'on va continuer à graviter higher. Encore une fois, il y a quand même une certaine fenêtre, entre guillemets, là, cette semaine, après avoir vu. En fait, on est quoi là? On est le 2. Donc, on est dans la deuxième semaine de non-force, entre guillemets, là, si on peut dire ça ainsi, après l'OPEX. Le 21, c'est l'OPEX de novembre. Par la suite, on a Thanksgiving américain dans cette fenêtre-là. Donc, on enlève des jours où il y a des opportunités de voir de la faiblesse. Donc, tu sais, honnêtement, ça va être très difficile pour moi de faire confiance à un downside violent. Et encore une fois, je le répète, on pourrait retracer relativement de façon, tu sais, de 5 à 7 %. Il ne faudrait pas virer fou. C'est un peu ça le point.
Donc voilà, vous connaissez ma vision pour la fin d'année. On commence un nouveau mois dès lundi, novembre qui débute. Donc on pourrait voir peut-être une tentative d'aller un petit peu plus bas initialement. Ça serait l'idéal, si vous voulez mon opinion, pour encore une fois pouvoir se positionner vers une continuation du blow-off. D'un point de vue daily chart, le gap de la semaine passée est quand même une ligne dans le sable intéressante. J'aurais pas de problème à ce qu'on vienne se référer là-dedans, comme j'ai mentionné, particulièrement en début de semaine. Ça pourrait être vraiment intéressant. On a on a plusieurs gaps là, qu'on va aller observer sur la daily chart. Dans le meilleur des mondes, je ne crois pas personnellement qu'on devrait ou qu'on devrait revoir ce lot-là. Il n'y a vraiment rien d'impossible. Comme je vous ai dit, si on voit ce lot-là être take-out, je ne suis pas en train de shorter full margin le marché. On va réévaluer en temps et lieu. Mais personnellement, j'aimerais que les gaps de la semaine passée fassent le travail. Donc, si on va sur une chart en 1 heure pour observer un petit peu plus précisément qu'est-ce que je vois, il y a deux éléments, premièrement. Il y a le gap de la semaine passée qui est ici. On pourrait le définir un petit peu plus petit, mais ici, là, je vous trace vraiment le gap de la semaine complet qui n'a jamais été testé. Donc, je vais y aller comme ça de mon côté. C'est quelque chose que je vais me référer. C'est le premier élément que j'aimerais voir supporter le prix en cas de faiblesse initiale. Donc, si on prend de l'expansion en dessous des lots de vendredi midi, je pense qu'on peut venir s'amuser à l'intérieur de ce gap-là. Toujours très difficile de shorter à l'intérieur d'un gap de cette importance-là. Donc, soyez très prudent si vous dites « OK, on vient de perdre les lots de la semaine passée, c'est le temps de shorter hard ». Ben, je me garderais une certaine gêne. Personnellement, là, pour que je devienne très confiant sur un short plus intéressant, il faudrait qu'on perde ce gap-là au complet. Et on en a même un deuxième en dessous qui est ici. Donc, back-to-back, gap and go, gap and go, gap and go. En fait, 3, même 4. Là, on en a eu 4 de suite la semaine passée. Tant qu'on ne vient pas comme, je vous dirais, les mêmes niveaux que la semaine passée, perdre autour de 25-200, pour moi, il n'y a pas rien à s'affoler. À la limite, c'est une opportunité encore de profiter du upside. Je ne m'attends pas à voir ça. Si je le vois, ça pourrait être violent. Je m'attends à ce que les headlines deviennent turbo-dimensionnels sur comme OK, c'est le top qui est en place. Et personnellement, je ne croirais pas, je n'embarquerai pas dans ce bandwagon-là. Je le verrais plutôt comme une opportunité de se positionner à rabais vers un autre pop important. Donc voilà ma vision pour Nasdaq. Si jamais, pour faire, puis encore une fois, à ces niveaux-là, je ne suis pas intéressé non plus de me positionner de n'importe quelle façon. Mais le petit gap qui est ici, vous voyez là, c'est mineur, mais on a eu un genre de gap down, rally. On a gardé une portion ouverte, vous ne le voyez peut-être pas en 1 heure, mais si on le regarde en 5 minutes. Close, rally ici. Donc cette portion-là, pour moi, est relativement très importante. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que pour que je fasse confiance à du upside, comme j'ai dit, je ne ferme pas la porte à me positionner dans de la faiblesse. Mais pour que je fasse confiance au upside dans une continuation up, il va falloir qu'on vienne reclaim ce gap-là et qu'on le supporte. À partir du moment où on fait ça, personnellement, j'aime la continuation vers des standard dev, vers 27 000, vers 30 000, vers beaucoup plus haut. Mais initialement, New All-Time High, par la suite, j'aime quand même pas mal. 26 635 qui est une standard dev, 27 évidemment qui est un chiffron par la suite. Pas mal ça pour le Nasdaq, honnêtement, c'est le genre de semaine. Encore une fois, à ces niveaux-là, il faut que vous soyez très prudent, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous faites. D'un point de vue day trading, la semaine passée, sans dire que j'ai changé mon trading, je me suis adapté. On a pris très peu de trades, un trade par jour, laissé travailler un petit peu plus. Ça a bien fonctionné. C'était une très, très, très belle semaine la semaine dernière. Du côté du SP500, c'est là que ça me fait rire. Puis pas en même temps, dans le sens, comprenez-moi bien, là, je mentionne souvent que je ne crois pas que ça va bien se terminer. Mais on n'est pas là pour essayer d'attraper un top en ce moment. On est là pour trader et trader une phase de blow-off, c'est c'est le mouvement le plus puissant d'un cycle, si on peut dire ça ainsi. Donc, personnellement, j'ai pas de problème à ce qu'on blow-off encore de 10, 15, 20%. Ça ne change rien. Qu'est-ce que je sais, c'est que c'est pas nécessairement intéressant de rentrer à ces niveaux-là avec une vision moyen terme, mais d'un point de vue trading, parce que c'est ça qu'on fait principalement, c'est super intéressant d'observer ce phénomène-là. Puis honnêtement, c'est historique quand même, qu'est-ce qu'on a la chance d'assister actuellement. Donc, on a essayé au cours du week-end avec les headlines de faire paniquer pas mal tout le monde. Là. Regardez ça, le doji en weekly après un gap. On vient de topper, c'est le début du crash, blablabla. Écoutez, avant de parler de ça, on va commencer par regarder l'Open. Je ne serais pas surpris qu'on gap up encore une fois avec les news avec China puis qu'on invalide complètement ça.
Si on a la chance de voir down first, personnellement, je serais vraiment content, de la même façon que je viens de vous l'expliquer sur le Nasdaq. Si on a la chance de voir down en premier, je me référerais à ce petit gap-là en weekly. C'est quand même une zone que j'aimerais maximum voir supporter le prix pour ensuite revenir attaquer une continuation vers peut-être 7000, qui est un chiffre très intéressant sur IS. Si on le regarde en une heure, pas une tonne d'informations, mais c'est similaire à ce que je viens de vous donner sur le Nasdaq. Donc, le gap ici, vous voyez ce gap-là, si on le met en 5 minutes pour que vous le voyez également. Donc, le close ici, et on a retesté à quelques reprises, on a toujours une portion ouverte de ce gap-là. Personnellement, tant que ça c'est ouvert, je ne veux pas dire nécessairement que je favorise short, mais j'irais plutôt l'inverse. À partir du moment où on reclaim ça, je peux recommencer à aimer le upside. À l'inverse, si on prend de l'expansion en dessous ici, on devrait venir voir le gap fill de dimanche passé. Et on en a un autre de vendredi également qui pourrait être attaqué relativement rapidement, sans trop de problèmes. Je ne voudrais pas voir d'expansion en dessous de 67,60. Si on perd 67,60, il faut absolument qu'on supporte autour de 6700. Là, ça commence à être une ligne dans le sable qui est assez importante. Si jamais ça ne supporte pas, comme je vous ai mentionné, on devrait fort probablement aller attaquer les lots du genre de sell-off qui est arrivé. Là. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que j'anticipe avec un très haut taux de probabilité. Pas mal ça pour le SP500. Encore une fois, en mode un peu plus observation, snipe, le scalping, turbo quick marche moyen actuellement parce que les mouvements prennent du temps à se développer. La volatilité n'est pas très grande non plus. Parlant de la volatilité, le VIX, écoutez, pour vrai, j'espère que vous portez attention lorsque je fais les petits 2 minutes que je passe sur le VIX parce que c'est tellement important de comprendre dans quel régime on se situe et comment que ça se passe. Juste vous mentionner quelque chose. Si tout le monde colle un top, puis tout le monde est préparé à ce downside-là, les chances que ça arrive sont excessivement faibles. Ça ne veut pas dire, par contre, c'est toujours un couteau à double tranchant, mais il faut que vous voyez les choses en probabilité. Si il y a quelque chose qui arrive, un événement complètement inattendu qui arrive dans un marché qui est quand même préparé à un downside, c'est extrêmement difficile de faire réaliser la volatilité. Mais si on est capable de la réaliser, là, oui, ça peut devenir extrêmement violent et encore plus rapide que qu'est-ce qu'on s'attend généralement. Par contre, les chances que ça arrive, c'est plus difficile parce que le marché est prêt à ça. Et ça donne un peu qu'est-ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Un VIX qui spike, les indices qui mangent une tape, mais à partir du moment où tu n'es pas capable d'expandre en dessous des niveaux clés, tu crushes le VIX. Et si tu crushes le VIX, tu popes les indices. C'est un phénomène qu'on voit depuis littéralement cet été, avril, lorsque on a eu quand même un mouvement, une correction importante. La volatilité a tellement spiké qu'à partir de là, le retour et le crush de la volatilité fait graviter les indices. Le marché n'est pas fou non plus en ce moment. Les gens sont conscients quand même des risques à ces niveaux-là. Donc, le positionnement est fait en conséquence, qu'est-ce qui fait que c'est extrêmement difficile de faire réaliser cette volatilité-là, qu'est-ce qui continue à faire flotter les marchés. Donc voilà, je garderai un œil là-dessus. Je continue à penser qu'on va voir vol up, indice up au cours des prochaines semaines, probablement même des prochains mois. Mais je ne m'attends pas à ce qu'on spike un 30-35. Encore une fois, tout est possible, mais ce n'est pas quelque chose que je m'attends actuellement. Faire un bout de chemin sur le dollar US parce qu'enfin, il est relativement intéressant. C'est la première fois, vous voyez, en weekly, là je parle un peu vite, là, on n'a absolument rien créé en weekly depuis le mois de mai, je dirais même le mois d'avril. Cette semaine, je vais avoir une attention particulière sur le close de la semaine du 20 octobre. Est-ce qu'on est capable de garder un imbalance ici, de garder une portion pour créer un void en weekly? Ça serait quelque chose que je voudrais voir pour demeurer très confiant vers le chiffre 100 et même le swing high qui est là, et même probablement quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Le 101, 102 n'est pas impossible. Donc, est-ce qu'on est capable de faire ça en weekly? Si la réponse est oui, honnêtement, je pense qu'on peut voir un move qui est un des plus sérieux depuis littéralement 3-4 mois parce qu'il se passe fuck all sur le dollar US. Donc, si on est capable de faire ça, je pense qu'on peut graviter encore un 2 à 4 là, à moyen terme plus haut sur le dollar US. L'euro, même chose. Comme je vous ai mentionné, je ne suis pas un grand fan de la structure sur l'euro. Fait que, je ne suis pas capable de vous dire ça corrobore à 100% mon analyse sur le dollar US. Je trouve pas que
Je trouve pas qu'il y a grand-chose bigger pictures, comme en weekly, monthly. On demeure dans une consolidation, mais est-ce que c'est le début de OK, on va chercher un swing high externe ici, un swing low, pardon, externe ici, ça pourrait être intéressant. Je vous dirais que je vais avoir à l'œil un petit peu plus la façon qu'on interagit avec ces lots-là, la façon que le dollar US travaille également. Mais pour moi, c'est pas nécessairement un setup que j'aimerais trader. Vous savez, je trade à l'occasion l'euro. Actuellement, même, même malgré mon bias relativement puissant sur le dollar US, je ne suis pas à l'aise. Je ne trouve pas qu'il y a de setup nécessairement là-dessus. Juste un mot sur les yields en terminant. Toujours le fun de les regarder lorsqu'on a un FOMC. Donc, encore une fois, là, on coupe les rates mercredi. Et qu'est-ce qui arrive? Les yields rip. Pas quelque chose de très commun. Récemment, tu me diras que oui, mais techniquement, on est encore en train de diverger quand même de façon imposante. Le fait que les yields poussent alors qu'on coupe les rates, c'est relativement intéressant, disons-le comme ça. Maintenant, c'est peut-être juste simplement une petite réaction, mais est-ce qu'on est capable de venir attaquer ça et de ripper vers 4,8-5% comme je mentionne depuis quand même un moment? Si c'est le cas, ça va devenir extrêmement intéressant. Donc, gardez ça à l'œil quand même pour les prochaines semaines. Le gold, ça a été une belle semaine quand même. Personnellement, on avait call out de quoi d'assez intéressant. Pas mal le low of the week, en fait. Là, personnellement, je ne l'ai pas tradé, mais dès mardi matin, je mentionnais que ce niveau-là était quelque chose d'assez clé. On a réussi à se référer à quelques reprises. Premier target dans ce coin-là, deuxième target dans ce coin-ci. Donc, quand même, ça n'a pas été nécessairement la même volatilité directionnelle qu'on a vue au cours des dernières semaines, mais ça a été relativement beau. Un range de 5%, c'est énorme. Donc, on va regarder ça cette semaine. Je ne suis pas un fan de où est-ce qu'on se situe actuellement. Peut-être un œil sur ce gap-là. Évidemment, ces highs-là qui sont aussi intéressants. Mais pour moi, là, on est un peu, sans dire out of nowhere, mais dans une période où si on va plus bas, je ne suis pas encore intéressé je suis pas intéressé à shorter vers ça. Je ne suis pas intéressé à long en dessous des lows non plus. Donc, on verra intraday s'il y a des setups, mais pour l'instant, bigger pictures, il n'y a rien qui m'intéresse tant que ça à ces niveaux-là. Je le répète, là, pour ceux qui paniquent avec Gold, pour l'instant, c'est un retracement qui n'est même pas encore, à mon avis, terminé. Très, très sain. Je le répète, on pourrait dropper encore de 10 à 12%, puis je ne m'inquiéterai pas avec quoi que ce soit actuellement. Voilà pour ça. Pas mal ça. Si on regarde quelques stocks, c'est peut-être un peu... les large caps sur les earnings ont été intéressants. Là. Un titre comme Apple, personnellement, ne m'intéresse plus. Je vous ai parlé de 300 vers la fin d'année. Je suis encore intéressé vers ce niveau-là. Par contre, c'est là-dedans que je voulais me positionner, pas dans l'expansion. Donc, à moins qu'on ait un pullback qui vienne peut-être retester ce gap-là, et même à ça, je ne suis pas sûr que ça m'intéresserait, mais surveiller Apple pour une continuation de cette force-là. Un titre comme Google a blowé up encore une fois vers des new all-time high. Un titre comme Meta est super intéressant. Vous voyez, là, j'ai même parlé de ces niveaux-là, là, ça fait un bout de temps. On est dans le sweet spot. Personnellement, je vais laisser la chance de voir qu'est-ce que les indices font en début de mois. Puis je regarderai peut-être pour une run vers la fin de l'année sur Meta. Gardez une chose en tête par contre. Je vous parle beaucoup des indices vers la fin de l'année parce que c'est le plus simple, entre guillemets. En ce moment, on a, avec la volatilité, qu'est-ce qui se passe, etc., on a beaucoup, beaucoup de divergences, de dispersion à travers les large caps, des titres qui surperforment, des titres qui sous-performent beaucoup. Et ça, c'est pas très commun, dans le sens que, tu sais, généralement, si Apple monte, les indices montent. Tu ne te tromperas pas avec un ou l'autre, ou à la limite, le stock va faire un petit peu mieux que l'indice en rendement. Ça fait un an, je dirais au moins un an, là, cette année, ça n'a pas nécessairement été le cas. Tu regardes un titre comme Apple durant cette période-là, il a lagué énormément. Pendant que les indices ici étaient en new all-time high, Apple était encore à une trentaine de pourcents de ses all-time high. Donc, dans cette fenêtre-là, où il faut être extrêmement prudent, à mon humble opinion, où oui, on peut avoir un méga blow-off, je serais quand même prudent sur la sélection de titres. C'est sûr qu'un titre comme Meta, sans dire que tu ne peux pas vraiment te tromper. Et je pense personnellement que si on a vraiment un blow-off, ça va être inévitable que Meta performe bien également. Donc, assurément, quelque chose que je surveille à ces prix-là là, pour la fin d'année vers un autre leg higher. AFRM également, quelque chose que je vais surveiller. Les earnings cette semaine, je crois, le 6 novembre, donc soyez-en conscients, mais on est également sur le sweet spot. On a eu un bounce d'une quinzaine de pourcents sur le niveau mentionné. Maintenant, est-ce qu'on peut voir peut-être un quick lower low? Je surveillerai ça vers les earnings, assurément. Ça ressemble à ça pour cette semaine. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses.
soyez prudents à ces niveaux-là, c'est tout ce que je dirais. Mais d'un point de vue day trading, c'est peut-être pas le marché le plus excitant. D'un point de vue swing, c'est un marché qui est frustrant. Donc, tu sais, tombez juste pas dans la frustration de dire ah fuck it, je vais baisser mes standards pour réussir à avoir mon thrill d'adrénaline ou d'avoir mon entrée alors qu'il n'y a rien. C'est pas parce que tout le monde semble faire de l'argent, c'est pas parce que tout le monde colle un top. Arrêtez d'essayer d'être comme la masse. Assurez-vous de faire vos propres choses, suivez votre propre plan. Et écoutez, si vos entrées ne fitent pas vos critères, that's it. C'est juste votre setup n'est pas là. Aussi simple que ça. Dernière semaine pour profiter du 50% off sur Discord. Donc, ça revient autour de 35 par mois. On est live à tous les jours, des préparations, des listes de swing, des analyses comme je fais le dimanche, mais pratiquement chaque jour. Au final, c'est pas mal ça que vous recevez. Donc, voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Passez un beau dimanche et on se voit demain. Salut tout le monde.